مرحبا بجميع تلاميذ الثانيه باك اوبسيون سيونس فيزيك سيونس ماتيماتيك. غادي نقدم لكم ملخص ديال الدرس موفمون دون بارتيكول شارجي دون ان شون بي يونيفورم. الوغ هذا الملخص غادي يمكنكم باش تكتسبوا جميع المعارف اللي كيعرضها الدرس، اذا باش تطبقوها في كل التمارين اللي يمكن لكم تصادفوا معها، اون بليس ديال لي زيكزارسيس كي بيف être suggérés dans les examens nationaux de baccalauréat. Donc je vais commencer par donc premièrement force de Lorentz. Force de Lorentz. Donc toute particule chargée Q qui se trouve dans un champ magnétique B est animée d'un mouvement de vitesse instantanée V elle est soumise à une force appelée force de Lorentz. Et cette force a pour expression F égale à le vecteur QV vectoriel, le vecteur P. Donc, la force de Lorentz est définie à partir d'une application appelée application produit vectoriel. Donc, ce produit vectoriel, bon, إلا كنا كنهتموا فقط بلا نورم ديال لو فيكتور F. OK. Donc, بالنسبة لا نورم du vecteur F, alors tout simplement, ça veut dire l'intensité du vecteur F sera égale à la valeur absolue de la charge Q fois le module du vecteur vitesse V fois le module de champ magnétique B fois la valeur absolue de sinus de l'angle alpha. Sachant que alpha, c'est l'angle que forme le vecteur V avec le vecteur B. OK. Donc si il a كنهتموا بلي coordonnées du vecteur F, alors هنا خصنا نعتبروا واحد référentiel. OK. Par exemple, supposons qu'on a un référentiel d'axe orthonormé d'axe OX, OY, OZ et de vecteurs unitaires. Donc là, on a le vecteur unitaire I, le vecteur unitaire J et le vecteur unitaire K. OK. Donc, dans ce repère, F a pour coordonnées. Donc, pour déterminer les coordonnées de F, je dois tout d'abord exprimer les coordonnées du vecteur QV et du vecteur QB. Alors, le vecteur QV a pour coordonnées QVX, QVY, QVZ. Donc, vectoriel, le vecteur B, donc a pour coordonnées voilà, alors là c'est BX, BY, BZ. Donc pour réaliser ce produit vectoriel, ça veut dire pour déterminer les coordonnées du vecteur F, donc كنتبعوا la technique suivante. OK. Donc donc le vecteur F aura pour coordonnées Fx, Fy, Fz. Alors là, je parle d'une façon générale, mais pour nous, on va choisir le champ magnétique B de telle sorte qu'il aura une seule composante, soit sur l'axe des X, ou bien l'axe des Y, ou bien l'axe des Z. هنا كنهضر بصفة عامة، يعني كيفاش يمكن لا تكنيك اللي كنستعملو باش نحدد لي كوردوني دو فيكتور F. OK. Alors là, donc pour déterminer l'expression de Fx, alors هاد لا ليني هذه اللي كتشوفوها جو لابا، يعني كنشطب عليها. OK. ولا كندوز عليها واحد الخط. OK comme ça. Et puis donc كيبقاو لي هاد لي دو ليني. OK. donc كنبدا ديما من لي زابسيس، donc وكنضرب QVY fois BZ. OK. moins QVZ fois B. OK. donc غادي نحصل على QVY moins B QVY fois BZ moins QVY
VZ fois B. Puis, donc, كنحيد دونك كنستعمل هذا غير بقلم الرصاص اوكي باش يمكن لي نحيه دونك ومن بعد باش نلقى لي كوردوني دو فيكتور اف y pardon les coordonnées de ou bien l'expression de fy ok donc je barre cette ligne voilà deuxième ligne ok donc je commence toujours par les abscisses alors q vz cette fois-ci fois bx moins q vx fois bz donc égal à q vz fois bx moins q vx fois bz. Et pour déterminer l'expression du dernier coordonné qui est fz, donc ok, et puis je barre la dernière ligne, cette ligne-là, je la barre, ok, et puis je commence toujours par les abscisses et je commence par QVX. Ok. Donc, QVX fois BZ moins, bon, pardonnez-moi, on est aux dernières lignes, donc la dernière barre, c'est-à-dire, donc c'est un QVX fois BY, BY, moins QVX, pardon, QVY fois BX, QVY fois BX. Ok, donc c'est ainsi qu'on détermine les coordonnées. Alors nous, au programme, on n'aura pas tous ces coordonnées, cette complication-là. Pourquoi? Parce qu'on va choisir le vecteur V et le vecteur B de telle sorte qu'on aura un produit vectoriel qui est très simple. Donc là, j'ai parlé d'une façon générale. Peu importe les coordonnées de vecteur QVX et les coordonnées de Alors, donc voilà pour les coordonnées de la force de Lorentz, donc un repère cartésien. Bon, on va voir maintenant la première application de cette force de Lorentz pour montrer que le mouvement est uniforme. Ok, donc deuxièmement, alors le mouvement d'une particule chargée dans B est uniforme. Donc mouvement uniforme. Donc, on peut utiliser deux méthodes pour montrer que le mouvement est uniforme. Ok? Donc, la première méthode, la puissance. Alors, la puissance de la force de Lorentz, ok? Donc, premièrement, ou bien petit a, en se basant sur la puissance. Alors, la puissance P, bien sûr, la puissance instantanée, on a vu la dernière, que la définition de la puissance, c'est le produit scalaire de la force F, bien sûr de la force de Lorentz, fois le vecteur, produit scalaire du vecteur instantané V. Ok. Alors donc, selon l'expression de F, ok, F donc égale à QV vectoriel P. Okay. Et d'après les propriétés du vecteur F, donc quelles sont ces propriétés? Donc tout d'abord, on a F est perpendiculaire au plan formé par V et B, ça veut dire F est perpendiculaire à V et en même temps F est perpendiculaire à B. Donc c'est la première propriété, ça veut dire que F elle est perpendiculaire, ou bien les caractéristiques donc de F, ok, et ces caractéristiques résultent des propriétés de ce produit vectoriel. Donc toujours le vecteur résultant de produit vectoriel est perpendiculaire au plan formé par Q et V. Donc deuxième propriété ou bien caractéristique de F est que le sens de F est déterminé de telle façon que le trièdre QV, donc sens tel que le trièdre QV B. Donc dans cet ordre, je commence par QV, puis B, et finalement F. Alors ce trièdre est direct. Voilà. Alors donc on utilise cette propriété pour déterminer le sens de F. Et bon, donc j'ai parlé de l'intensité, ok. Alors là, donc pour ce sens-là, alors on utilise la règle des trois doigts de la main droite, ok. Donc voilà ma main droite. Donc les trois doigts, donc on a ici le pouce,
l'index et le majeur doivent être perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. Donc, mes trois doigts, je les mis en cette position, ok? Et donc, ce trièdre soit direct, ça veut dire que pour partir, donc, il a la rotation ديال QV, باش نطبقها مع بيرسني يعني ندور le vecteur QV عكس دوران عقارب الساعة. Et même chose, donc, باش ننتقل من B لعند F, donc je dois tourner dans le sens opposé, ou bien le sens inverse de la rotation des aiguilles du montre. Et même chose, donc, pour partir de F vers QV, ok, je dois donc faire une rotation dans le sens inverse de la rotation des aiguilles d'une montre. Donc, je positionne mes doigts de cette façon. Alors, le pouce, donc je peux, par exemple, correspondre le vecteur QV au pouce, ok? Donc, le pouce indique le sens du vecteur et en même temps sa direction, QV. Donc, ici, QV. Donc, donc je fais ici une rotation dans le sens inverse, ok? Et je tombe sur le majeur. Alors, le majeur, donc, je dois mettre ici B. Okay. Et puis je fais une rotation dans le sens inverse des aiguilles de montre et je tombe sur le majeur. Ok. Donc le majeur, donc je le fais correspondre F. Ok. Ou bien, donc si je choisis comme vecteur QV, donc elle est confondue avec mon index, donc le majeur, je lui fais correspondre le vecteur B, ok? Et le pouce, donc je lui fais correspondre le vecteur, et ainsi de suite, ok? Alors, donc, puisque F elle est perpendiculaire à V, ok? D'après donc les propriétés du produit vectoriel, ou bien les caractéristiques du vecteur F, donc P, d'où P égale à 0, tout simplement, puisque F est perpendiculaire à V. Donc la puissance égale à 0. Ça veut dire que la puissance de la force de Lorentz est nulle. Donc c'est une propriété de la force de Lorentz. Ok? Donc puisque la puissance elle est nulle, ok? Ça veut dire que le travail l'est aussi. Pourquoi? Parce que au cours du mouvement de la charge, F sera toujours perpendiculaire à V. وحيث أن V كتكون tangente à la trajectoire, donc voilà le vecteur V, ok? Donc le vecteur F, donc il est toujours tangent à la trajectoire, il est toujours perpendiculaire à V. Alors par conséquent, F est constamment perpendiculaire à la trajectoire. Okay. Si par exemple on a V ici, okay, alors F toujours elle est perpendiculaire à la trajectoire. Et on sait, d'après le programme de l'année dernière, que une force qui est perpendiculaire à la trajectoire ne travaille plus. Okay. Ça veut dire que le travail de F est nul. Okay. Donc ainsi, le travail de la force F égale à 0. Donc, si le travail de F égale à 0, ok, et si on suppose que la charge n'est soumise qu'à la force de Lorentz, donc en négligeant le poids de la charge, ou bien de la particule, alors la somme des travaux, ok, se réduit au travail de la force de Lorentz. Donc, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, ok, on en déduit que le travail, ou bien delta EC, égale à travail de la force F, ok, égale à 0. Ça veut dire que delta EC égale à 0, ça veut dire que l'énergie cinétique de la particule égale à constante, égale à constante. Ça veut dire quel que soit T. Ok? Donc, la conséquence du fait que la force de Lorentz ne travaille pas est que l'énergie cinétique reste constante au cours du temps. Et en exprimant l'énergie cinétique en fonction de la vitesse de la particule, donc EC égale à 1 demi mv au carré, donc implique que
le module du vecteur vitesse v égale à constante. Ok? Donc c'est le module, c'est pas le vecteur. Et par conséquent, puisque la vitesse est constante, donc on en déduit que le mouvement de la particule est uniforme. Donc voilà la première méthode pour montrer que le mouvement est uniforme. Alors on peut montrer autrement que le mouvement est uniforme, ok, mais cette fois-ci, donc toujours en partant de cette expression et en étudiant le mouvement dans la base de Freinet, petit b, ok, dans la base de Freinet, dans la base de Freinet. Alors tout d'abord, je rappelle que dans la base de Freinet, on a l'accélération, ok, de la particule, donc s'écrit donc comme somme de deux composantes, la composante tangentielle, ok, qui est tangente à la trajectoire, et la composante normale, qui est normale à la trajectoire. Ça veut dire perpendiculaire à la trajectoire. Alors donc, alors voilà, donc je rappelle, voilà donc on a la trajectoire. Là, on a le vecteur unitaire, donc U, et c'est le vecteur tangent à la trajectoire, et le vecteur normal à la trajectoire, donc c'est le vecteur N. Et du coup, donc A égale A tangentiel fois le vecteur U, plus A normal fois le vecteur N. Donc AT, c'est donc AT et A1, ce sont les coordonnées du vecteur A dans la base de Freinet. Bon, puis donc on a l'expression de F, la force de Lorentz, donc c'est QV vectoriel B. Donc puisque F est perpendiculaire à V, donc d'après les propriétés du produit vectoriel, F est perpendiculaire à V, alors donc implique quoi? Implique que F est normal à la trajectoire. Ok, F est normal à la trajectoire. Donc c'est la première déduction. Alors là, on va appliquer quoi? On va appliquer la deuxième loi de Newton, donc pour écrire ou bien exprimer A en fonction de F. Ok. Alors toujours là, on néglige le poids de la charge. Donc je vais l'écrire ici. Donc P est négligeable. P est négligeable, ok. Donc on ne tient pas compte du poids ou bien d'autres forces. On ne tient compte que de la force de Lorentz. Donc dans ce cas, alors d'après donc la deuxième loi de Newton, ça veut dire la relation fondamentale de la dynamique, qui dit que la somme des forces, donc c'est la force de Lorentz, donc égale à la masse de la particule fois le vecteur vitesse V. Alors donc, le vecteur vitesse V, le vecteur accélération A. Alors le vecteur accélération n'est autre que F sur M. Et F, donc je l'exprime ainsi, donc c'est Q V vectoriel B divisé par M. Donc voilà l'expression de l'accélération. Ok. Donc là on a F est perpendiculaire à V d'après toujours les propriétés du produit vectoriel. Ok. Donc on a A est perpendiculaire à V. Et puisque donc A il est proportionné à F, donc on a dit que F est normal à trajectoire. Ok. Ça veut dire que A normal à la trajectoire. Donc si A est normal à la trajectoire, ça veut dire qu'il n'a pas une composante normale, une composante tangentielle. Ça veut dire que A n'admet pas de composante tangentielle. Ça veut dire n'admet pas de composante tangentielle. Ok, ça veut dire que AT égale à 0.
Voilà AT égale à 0, donc en vecteur. Bon, si AT égale à 0, on sait que, donc ça veut dire que AT, la norme de AT égale à 0. Ok? Et ce qu'on a vu lors de l'étude des lois de Newton, ok, l'accélération dans la base de freinée, alors donc AT, ok, s'exprime en fonction de la dérivée de la norme de vitesse par rapport au temps. Ok, donc égale à 0. Alors donc, puisque la dérivée de la vitesse ou bien de la norme de la vitesse par rapport au temps est nulle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que V égale à constante. Donc puisque f, V reste constamment constante au cours du temps, alors là, on en déduit que le mouvement est uniforme. Donc voilà donc deux méthodes de montrer que le mouvement est uniforme. Avant de montrer que le mouvement est uniforme, on peut vous demander de montrer que le mouvement est plan. Bon, petit 3, mouvement plan. Alors c'est très facile de montrer que le mouvement est plan. Alors voilà donc notre repère. Voilà, donc là je peux mettre ici X, voilà, là Y et là Z. Donc il reste toujours un repère orthonormé direct. Donc là j'ai le vecteur I, J et K. Donc voilà, donc de X à Y, je fais une rotation dans le sens opposé de la rotation des aiguilles d'une montre. Même chose Y vers Z. Donc je fais une rotation dans le sens opposé ou bien inverse au sens de rotation d'une montre. Et même chose lorsque je tourne de Z vers X. Donc je fais une rotation dans le sens inverse de la rotation d'une montre. Alors là, donc on va donner que B, ok, elle est portée par le vecteur, par l'axe des Z. Alors voilà B. Donc B est perpendiculaire ou bien parallèle à l'axe OZ. Alors pour simplifier la figure, donc je peux représenter le vecteur K, ok, par un cercle avec un point K. Ça veut dire que le vecteur K sort du tableau, ok. Et là, donc, je veux représenter B par ce symbole. Donc, B est parallèle à l'axe OZ et plus exactement B égale à BK. Voilà. Alors là, on a le vecteur B. Alors dans ces conditions-là, on me demande de montrer que le mouvement est plan. Ça veut dire qu'il se fixe sur un plan et je dois déterminer ce plan-là. Donc je pars toujours de cette relation. Donc A égale à Q sur M V vectoriel B. Et du coup, je trouve que B est perpendiculaire à la force de Lorentz. Ok, donc non seulement F, mais A, mais aussi A, les deux vecteurs A. Ok, donc A est perpendiculaire à force. Alors puisque A est perpendiculaire à B, ça veut dire que A n'admet pas de composante sur l'axe des Z. Donc implique que AZ égale à 0. Ok. Alors donc si AZ égale à 0, alors Z de point égale à 0. Donc si Z de point égale à 0, implique que Z point égale à constante. Ok. Alors là, on vous donne toujours la particule entre le champ magnétique B avec une vecteur V0 qui est soit parallèle ou bien à une composante sur l'axe des X ou bien une composante sur l'axe des Z. Peu importe. Ok. Bon, moi, par exemple, je vais choisir ainsi le vecteur V0. Voilà. V0. Ça veut dire que la charge pénètre dans le champ magnétique B à la vitesse V0 qui a une composante, qui a une seule composante sur l'axe des X.
Alors, dans ce cas, ok, donc Z point égale à constante, et cette constante n'est autre que VZ0. Et VZ0 donc égale à 0. Pourquoi? Parce que V0 donc égale à V0 fois le vecteur I. Alors, donc en intégrant Z point, donc on trouve que Z, ça veut dire l'équation horaire sur l'axe des Z, égale à constante, et cette constante n'est autre que Z0 qui est égal à 0, parce que à t égale à 0, on a O, ça veut dire les coordonnées de la charge. Bon, supposons que je vais noter la charge par la particule M, donc O, M, donc à l'instant t égale à 0, ok, ça veut dire que la charge occupe à l'instant t égale à 0 la position M qui est O, ok, donc c'est 0, 0 et 0. Alors d'où donc le mouvement de la particule est plan. Et s'effectue donc bien sûr le plan OX, Y. Et plan et s'effectue dans le plan donc OX, Y. Donc شنو بقى لنا دابا نبينو؟ بينا le mouvement est uniforme, le mouvement est plan. دابا غادي نبينو باللي le mouvement est circulaire. Alors donc باش نبينو le mouvement est circulaire, alors في هذه الحالة bon, on a deux cas, ou bien deux méthodes. La première méthode, c'est l'étude de la particule dans les coordonnées cartésiennes. Alors, à partir de cette méthode, je montre que le mouvement est circulaire. Ou bien, la méthode la plus simple est d'étudier le mouvement dans le repère ou bien la base de Freinet. Ça veut dire exprimer l'accélération dans la base de Freinet. Alors moi, je vais commencer par la méthode la plus simple, ok. Donc, il y a l'histoire que c'est le بكسرة. Bon, donc quatrièmement, mouvement circulaire. Bon, غادي نخلال واحد donc schéma, ok. غادي نبين les conditions initiales. Alors là, on a X, Y, alors Z, donc on a ici le vecteur, pardon, c'est Z en coordonnées, donc là j'ai I, J, et là j'ai le vecteur K, donc ici j'ai le point O. Et on va supposer que ou bien la particule pénètre dans le champ magnétique, donc voilà le champ magnétique B, donc elle est portée par l'axe des ZB, donc égale à B fois le vecteur K. Donc pénètre dans ce champ magnétique du point O à la vitesse V0. Donc voilà les conditions initiales. Donc on doit montrer que le mouvement est circulaire. Alors toujours, donc on néglige le poids devant la force la force de Lorentz, ça veut dire la force magnétique, ou bien si on étudie le mouvement d'une particule dans un champ électrostatique, alors là, je néglige le poids devant la force électrostatique. Donc, on ne tient pas compte du poids. Pourquoi? Parce que lorsqu'on calcule l'intensité de poids, on trouve qu'elle est très, très inférieure, soit à la force de Lorentz, à l'intensité de la force de Lorentz, ou bien à l'intensité de la force électrostatique. Ok? Alors, donc, on a trouvé on a appliqué bien sûr la relation fondamentale de la dynamique. On a trouvé que M, ou bien pardon, l'accélération A, donc égale à Q sur M fois donc le vecteur V, produit vectoriel, donc B.
Alors voilà, donc cette relation, on la trouve à partir de l'application de la deuxième loi de Newton en tenant compte uniquement de la force de Lorentz. Donc ici, je dois mettre vecteur. Ok. Alors nous, on doit montrer que le mouvement est circulaire. Ok. Alors voilà, donc on a trouvé tout à l'heure que AU égale à 0, ou bien AT égale à 0. Et on a trouvé que V égale à constante. Ça veut dire que le mouvement est uniforme. Alors donc, puisque AT égale à 0, alors donc l'accélération A, en module bien sûr, égale à l'accélération normale. Et l'accélération normale, donc on a vu que son expression, c'est le carré de la vitesse de la particule divisé par ρ. Et ρ, il représente quoi? Il représente le rayon de la courbure du trajectoire. Ok. Donc R, c'est le rayon de courbure de la trajectoire. Donc, et puis, donc on a trouvé aussi que l'intensité de A est A, donc égale à donc la valeur absolue de la charge Q divisée par M, donc fois le vecteur V, pardon, fois le module de vecteur B, fois le module de B, ok, fois donc sinus alpha. Et sinus alpha, vous voyez bien que V, donc on a dit que le mouvement est plan, ok, et uniforme, donc le mouvement s'effectue sur le plan OXY, ok. Alors donc le vecteur V, pardon, la norme du vecteur vitesse, c'est V0, puisque la vitesse reste constante, donc égale à V0, qui est la vitesse à l'instant t égale à 0. Donc là, je peux mettre ici V0 et là V0, ok, puisqu'on a V égale à constante égale à V0. Alors donc, en égalisant ces deux relations, on trouve que donc Q sur M fois V0B, donc égale à V0 au carré divisé par ρ. Alors donc je simplifie ici par V, il reste ici par V0, pardon, il reste ici V0 et du coup je trouve que ρ égale à M V0 divisé par voilà, la valeur absolue de la charge Q fois P. Donc, V0 constante, P constante, la charge l'est aussi, donc ρ égale à constante. Ça veut dire que le rayon de la courbure de la trajectoire ne change plus et par conséquent, le mouvement est circulaire. Ok, donc le mouvement est circulaire de rayon R, donc égal à ρ, égal à M V0 sur QB. Donc on a donc vu comment on montre que le mouvement est uniforme, comment on montre le mouvement qu'il est plan. En fait, donc la plupart des exercices donc vous demandent de montrer que dans un premier temps le mouvement est plan, puis le mouvement est uniforme, et puis le mouvement est circulaire. Ok, donc pour montrer que le mouvement est circulaire, donc je montre tout simplement que le rayon de la courbure de la trajectoire est constant quel que soit t. Bon, alors là, donc la deuxième méthode, c'est une méthode qui demande l'étude du mouvement dans le repère cartésien, ce repère-là, ok. Et donc cette méthode a pour objectif de déterminer les équations de la trajectoire. Pardon, l'équation de la trajectoire, bien sûr, à partir de quoi? À partir de les équations horaires. Alors là, donc, on doit
faire une étude dynamique dans le repère cartésien. Ok. Donc mouvement circulaire. On a vu la première méthode. Donc c'est très simple. Alors je vous conseille d'utiliser cette méthode. Ok. La deuxième méthode que je vous propose. Donc si par exemple, on vous demande de trouver les équations horaires du mouvement et puis l'équation de la trajectoire. À ce moment-là, je peux utiliser cette méthode. Mais cette méthode est rarement demandée. Ok, la méthode la plus utilisée, c'est cette méthode, ça veut dire l'étude du mouvement dans le repère de Freinet pour montrer que le mouvement est circulaire. Mais quand même, je vais vous résumer la deuxième méthode